Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de comment emprunter en immobilier en 2022. Pour ce faire, installez-vous confortablement en ce lundi matin, préparez-vous une petite boisson et c'est parti. Vous l'avez très certainement remarqué, mais depuis le 1er janvier 2022, les taux immobiliers ne cessent d'augmenter. Entre décembre 2021 et la mi-avril 2022, ils ont en général augmenté de 16 points. Et parallèlement à ça, le nombre de prêts immobiliers accordés par les établissements bancaires a quant à lui reculé. Mais pourquoi, vous allez me dire? À cause tout simplement d'une application beaucoup plus stricte des recommandations du Haut Conseil de stabilité financière ou encore appelé HCSF. Afin de vous apporter un peu plus d'explications, à partir du 1er janvier 2022, les emprunteurs ont dû respecter des règles plus strictes pour pouvoir rentrer dans les clous, j'ai envie de dire, et éviter soit de payer leur prêt immobilier plus cher, voire dans certains cas d'essuyer un refus. Là où les choses ont radicalement changé, c'est au niveau des banques, puisque les recommandations du HCSF ont engendré de fortes contraintes. En gros, les banques qui, à partir de cette date, ne respecteraient pas les consignes de cette fameuse autorité financière risqueraient d'être sanctionnées. Alors, le HCSF précise toutefois que les renégociations, les regroupements ou les rachats de crédit n'entreraient pas dans ce fameux champ de recommandations. L'objectif de ces fameuses recommandations était en d'autres termes de préserver, entre guillemets, le système de financement en limitant les prêts sur des trop longues durées, en ne pouvant plus excéder aujourd'hui 25 ans, à l'exception de l'immobilier neuf ou pour l'immobilier ancien avec de très gros travaux, où il y a encore la possibilité d'obtenir un crédit sur 27 ans, et limiter le taux d'endettement des emprunteurs en le limitant à 35% assurance incluse. Alors, selon ces mêmes recommandations, les banques ont notamment le droit de déroger à ces fameuses règles pour seulement 20% de leur production de crédit par trimestre. C'est-à-dire que pour 80% des emprunteurs, les banques sont obligées de se plier à ces fameuses recommandations et pour les 20% restants, elles ont le droit tout simplement de faire ce qu'elles veulent. Alors, comment faut-il procéder pour obtenir un prêt immobilier aujourd'hui? Dans un premier temps, dites-vous que les banques vont prêter une grande attention à la gestion de vos finances. En d'autres termes, elles vont pouvoir vous demander vos 3 derniers relevés de compte, bien entendu si en plus de cela vous n'êtes pas client dans votre établissement bancaire, afin de pouvoir statuer et évaluer votre manière de gérer votre argent. Attention donc à plusieurs choses. La première, évitez de vous retrouver à découvert pendant cette période. Et j'aimerais dire, essayez au maximum d'étendre ce délai à 4 ou 6 mois avant votre demande de prêt. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que même si vous décidez de consulter d'autres établissements bancaires que le vôtre, ces banques vous demanderont presque systématiquement si vous avez déjà fait une demande dans votre établissement, principal, et la réponse de celui-ci. Du coup, si vous envisagez de consulter votre établissement principal tout d'abord pour cette demande de prêt, le fait que votre conseiller ou votre conseillère remarque que vous avez réussi à tenir vos finances sur une période plus ou moins correcte va vous faire gagner des points lorsque vous allez présenter votre projet immobilier. Comme vous le savez certainement, il se peut que l'accumulation de découverts, voire même dans certains cas un seul découvert, selon les établissements encore une fois, peut vous amener à être fiché Banque de France. Et dans ce cas, votre emprunt immobilier sera purement et simplement refusé tant que vous n'aurez pas régularisé votre situation. Alors, à savoir que si vous êtes dans ce cas précis, le fait de régulariser votre situation va retirer automatiquement votre fichage à la Banque de France sans délai ou presque. Sachez également qu'un trop-plein de crédit à la consommation risquera fortement de vous conduire à un refus de prêt en raison de ce fameux taux d'endettement à respecter coûte que coûte aujourd'hui.
À propos de ces points dont nous venons de parler ensemble, je ne peux que vous encourager à décaler votre projet immobilier de quelques semaines ou quelques mois si vous considérez aujourd'hui que l'état de vos finances ne va pas vous permettre de faire gagner ces fameux points, parce qu'il s'agit avant tout d'une attribution de points pour entrer dans les clous, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des établissements bancaires, et de faire place nette au niveau de vos comptes bancaires afin de prouver à votre conseiller ou futur conseiller que vous savez gérer vos finances. Alors, quels vont être les critères pour les banques? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, les établissements bancaires vont tout d'abord analyser votre capacité d'endettement ou encore votre taux d'effort si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Il s'agit tout simplement de la part de vos revenus que vous allez pouvoir consacrer à rembourser votre mensualité d'emprunt, à condition, encore une fois, que celle-ci ne dépasse pas les 35% d'endettement. Même si ces règles sont devenues plus strictes aujourd'hui, ça ne veut pas dire, et je tiens à le préciser, que dans le cas où vous allez dépasser légèrement ces 35% d'endettement, la banque refusera votre prêt. Et ce, pour deux raisons. La première, parce que comme on l'a dit également tout à l'heure, la banque a la possibilité de faire passer 20% des dossiers d'emprunt qu'elle va gérer. Et la deuxième, parce qu'elle va analyser également votre reste à vivre. En effet, la banque va devoir analyser ce qui vous reste une fois que vous allez payer vos mensualités afin de pouvoir calculer ce que l'on appelle le fameux reste à vivre. Prenons deux cas différents. Le premier, un couple gagnant salaire réuni 3 000 € par mois. Ils décident tous les deux de faire un emprunt immobilier d'une valeur de 200 000 €. Alors, dans notre exemple, ils décident tous deux d'emprunter sur une période de 25 ans à un taux d'intérêt avant négociation, disons de 1,40% hors taux d'assurance. Ce couple va avoir une mensualité à rembourser qui va dépasser très légèrement les 1 000 € par mois. Dans ce cas de figure, le taux d'endettement de 35% est respecté, puisque si nous faisons le calcul, nous arrivons à 33% d'endettement. Assurance ajoutée à cela, on doit être entre 34 et 35%. Suite à ça, l'établissement bancaire va analyser les différentes dépenses, comme nous l'avons dit, afin de s'assurer que le reste à vivre est tout à fait correct, même avec ce projet immobilier. Prenons maintenant un autre cas de figure, un peu plus extrême, où un couple sans enfant, dans le même cas que précédemment, je n'avais pas précisé, décide d'emprunter pour un montant de 700 000 €, tous deux avec un salaire cumulé ayant 9 000 € par mois. On garde le même taux d'intérêt avant négociation et hors assurance, ce qui donne une mensualité à rembourser chaque mois d'un peu plus de 3 500 €. Vous allez me dire que dans ce cas-là, la barre des 35% d'endettement est dépassée puisqu'ils sont à peu près à 38%. Par contre, même si nous sommes dans un cas extrême, mais qui peut très bien se rencontrer, encore une fois, la banque va devoir une nouvelle fois déterminer le reste à vivre. Et c'est là où va se jouer cette fameuse différence. Parce que même si ces clients dépassent ce fameux seuil des 35% d'endettement, ils vont tout de même avoir un reste à vivre après le remboursement de leur mensualité de 5 500 € par mois. Ce qui, pour un couple sans enfant, est plus que gérable et donc potentiellement acceptable par un établissement bancaire. Alors, même si ces exemples sont purement théoriques, l'objectif est là de vous illustrer qu'en fonction des cas de chaque emprunteur, les établissements bancaires vont réfléchir différemment. Suite à ces fameuses règles devenues plus strictes, les établissements bancaires vont aujourd'hui demander, je dirais presque obligatoirement, un apport personnel afin que celui-ci puisse couvrir au minimum ce que l'on va appeler les dépenses annexes, c'est-à-dire les frais de garantie et les frais notaires. En général, ça va correspondre à une moyenne de 10% du prix d'acquisition du bien immobilier, mais bien entendu, ça peut varier. Il faut également savoir que pour les investisseurs immobiliers, les établissements bancaires ont également reçu l'ordre de ne plus financer les dossiers à 110%. Je parle d'investisseurs immobiliers parce qu'il s'agit là d'une stratégie très utilisée par ces personnes, puisque ça leur permet de financer au sein d'un prêt immobilier à la fois l'acquisition du logement et les frais annexes sans devoir mettre de leur poche
ce fameux apport personnel. Ensuite, pour rester dans les grandes lignes, je dirais que les banques vont également tenir compte de ce que l'on va appeler l'épargne résiduelle. C'est encore autre chose que l'apport que vous allez mettre dans votre projet. Il s'agit là de quelque chose à titre purement indicatif, j'ai envie de dire, afin de montrer à cette banque que vous avez un peu d'épargne de côté, pouvant assurer en cas de problème le remboursement en moyenne d'au moins 6 mensualités. Alors pourquoi quelque chose de purement indicatif? Parce que ça va rassurer les banques et permettre de vous faire encore une fois gagner des points, mais vous pouvez très bien, le jour de la signature, une fois que celle-ci est réalisée, décider de dépenser l'épargne que vous avez mis de côté. Et pour terminer sur cette partie, je dirais le côté sécurité de l'emploi va grandement jouer aujourd'hui, même si ça a toujours été un facteur prépondérant, j'ai envie de dire, d'une manière générale. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les établissements bancaires vont préférer accorder leurs prêts immobiliers à des personnes dont la situation professionnelle sera qualifiée de stable. Or, c'est-à-dire les personnes en CDI et les personnes travaillant dans la fonction publique. Il se peut même que dans certains cas, pour un couple, l'un en CDD et l'autre en CDI, certains établissements bancaires fassent le choix de calculer l'endettement en se basant seulement sur la personne en CDI. Si vous êtes indépendant, entrepreneur, sachez que pour vous garantir l'acceptation de votre prêt, en plus des différents points qu'on a vus un peu avant cette vidéo, il vous faudra fournir un minimum de 3 bilans comptables, encore une fois pour rassurer l'établissement. Et j'ai envie de dire que si votre chiffre d'affaires est en progression d'année en année, ça va également jouer en votre faveur auprès des banques. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de voir ensemble quelques points clés qui vont vous permettre de vous aider à obtenir votre prêt immobilier en 2022. Dans un premier temps, vous allez vous présenter au sein de votre banque avec un compromis de vente signé dans la majorité des cas. Sauf si bien entendu, vous décidez de faire appel à un courtier pour vous aider dans l'obtention de votre prêt. Dans ce cas précis, celui-ci va vous être d'une grande utilité en échange bien entendu d'une commission à lui régler en cas de vente actée et signée. Vous allez même, sans passer par un courtier, pouvoir vous renseigner dans un premier temps auprès de votre banque afin d'obtenir une sorte d'estimation sur l'emprunt immobilier que vous allez pouvoir faire. Et d'ailleurs, je vous encourage à le faire. Ça évitera malheureusement dans certains cas de vous arrêter sur certains biens immobiliers, d'engager des démarches avec le notaire, avec une potentielle agence immobilière pour qu'au final la banque refuse votre prêt. En gros, tout le monde perd son temps et vous aussi. Une fois cela fait, vous allez vous diriger vers votre établissement bancaire avec ce fameux compromis de vente signé. Mais ce jour-là, hors de question, j'ai envie de dire, de venir les mains dans les poches. Un emprunt immobilier, et surtout en 2022, avec les changements qu'on a pu voir, notamment à travers cette vidéo, ça se prépare. Avant ce rendez-vous, vous allez pouvoir réaliser ce qu'on va appeler un dossier immobilier. Alors ce dossier va avoir pour but en quelque sorte de synthétiser votre projet d'achat, d'acquisition, en incluant en fonction de votre achat, qu'il s'agisse d'un bien immobilier ancien, neuf ou avec des gros travaux, les différents prix, c'est-à-dire le prix d'acquisition du bien en lui-même et celui des éventuels travaux. Dans ce fameux dossier, vous allez pouvoir également y intégrer des photos du projet si vous le souhaitez, comme des plans de construction, peu importe, et préciser également le secteur géographique. Alors, ce point précis sur le dossier n'est pas quelque chose, je dirais, d'obligatoire, mais plus un conseil que je peux vous donner, sans forcément aller jusqu'à la présentation d'un dossier comme ceux que peuvent présenter certains investisseurs, mais l'objectif est de clarifier les choses d'entrée de jeu avec votre conseiller et de pouvoir lui remettre, j'ai envie de dire, un document qu'il pourra lui-même analyser après votre départ sans qu'il soit obligé de prendre des notes. Un autre point intéressant va être, bien entendu, de faire jouer la concurrence quand cela est possible. Alors bien sûr, si vous vous trouvez dans un cas où un seul établissement accepte votre offre de prêt, vous n'allez pas
imaginer d'autres acceptations au risque que ce conseiller revoie sa copie. Mais lorsque plusieurs établissements acceptent votre emprunt, n'hésitez pas à faire jouer cette concurrence afin de pouvoir négocier parfois le taux d'emprunt ou l'assurance, ce genre de choses. Alors, ce n'est pas énorme, hein, mais mis bout à bout, ça peut constituer quelques dizaines d'euros par mois tout de même. Et enfin, je vous invite à négocier avec votre conseiller. Rappelez-vous ce qu'on a dit au tout début de la vidéo. Vous allez devoir rentrer dans des cases, mais ce que vous savez probablement également, c'est que la banque, surtout aujourd'hui, ne gagne pas réellement d'argent avec votre seul emprunt immobilier. Alors bien entendu, comme nous l'avons vu également, les taux augmentent petit à petit, ce qui permet tout de même aux établissements bancaires de récupérer un petit peu d'argent, mais pour eux, ce qui joue réellement, ça va être la possibilité pour vous de souscrire à une assurance, à un PEL, ou même déplacer votre PEL, ou peu importe le type de compte que vous avez actuellement dans votre établissement principal, dans cette fameuse banque. L'idée est tout simplement de présenter les choses de cette manière. J'ai besoin de souscrire à une assurance, alors peu importe le type, voiture, professionnelle, peu importe. L'objectif est de dire à votre conseiller que s'il arrive à faire un petit effort pour passer votre dossier, dans ce cas, cette assurance ou ces assurances, vous allez les souscrire chez lui. Et qu'en plus de ça, si vous avez un peu de trésorerie sur un compte ou quoi que ce soit d'autre, vous allez pouvoir négocier de la même manière en proposant à ce même conseiller de ramener votre PEL par exemple chez lui. Alors le fait d'avoir plusieurs établissements bancaires est pour moi à titre personnel quelque chose de bien. C'est pour ça que je vous invite à ne pas transférer la totalité de votre trésorerie au sein de ce nouvel établissement, de cette nouvelle banque, mais simplement une partie afin que votre conseiller puisse voir que vous avez respecté entre guillemets votre engagement. Ce sont toutes ces petites choses qui lui font gagner des points auprès de sa direction et donc des chances supplémentaires de voir votre dossier accepté. Également en ce qui concerne l'assurance habitation, il est tout à fait possible pour vous de prendre votre assurance au sein du même établissement bancaire qui accepte de vous financer et décider au bout de quelques mois de résilier cette même assurance pour prendre une assurance externe. C'est tout à fait possible et surtout c'est tout à fait légal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur comment emprunter en immobilier en 2022. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à me laisser des idées de sujets qui vous tiennent à cœur afin de pouvoir les traiter ensemble. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bon immobilier à tous.